Le thème de réflexion cette année du think tank Économie Santé, c'est comment faire en sorte que la santé fasse partie intégrante du programme des prochaines élections nationales et donc des élections présidentielles. Alors avec nous, Étienne Mainvielle, qui est membre du think tank Économie Santé, bien sûr, qui est professeur de gestion et économie à l'École des hautes études en santé publique et puis aussi à l'Institut Gustave Roussy. Et puis vous êtes aussi médecin. Alors, cette thématique, faire en sorte, parce qu'on voit bien que les politiques avant les élections sont pleins de bonnes promesses, et puis qu'après ça se passe plus ou moins bien, et puis qu'on manie plus facilement le rabot que la réforme de structure. Alors comment faire en sorte que notre système se réforme pour accueillir les innovations, la révolution numérique, la révolution démographique et épidémiologique, il y a beaucoup de révolutions. Alors, pour vous, qu'est-ce qui est important ? Je crois d'abord il y a deux propos un peu liminaires, c'est comment on aborde le sujet dans la campagne présidentielle. Alors le premier élément, c'est d'une certaine façon, c'est de se projeter dans l'avenir et pas de regarder, si je puis dire, dans le rétroviseur, dans l'arrière. À ce sujet, il est clair que tout le thème de la santé numérique est un thème à prendre très au sérieux. On a rendu un rapport récent, comme d'autres, avec l'École Polytechnique et le HESP sur ce sujet. On sent bien qu'il va y avoir sur les métiers de l'assurance, de l'offre de soins intégrés, de l'autonomie du patient, des enjeux clés. Puis alors, je dirais un deuxième point en introduction, c'est que il faut partir des préoccupations, d'une certaine façon, des Français. Ça paraît un sens commun le rappeler, mais on a coutume de dire que la santé est souvent la grande absente des campagnes présidentielles. Et c'est le cas. Alors comment faire en sorte de partir des besoins parce que les Français considèrent que le système n'est pas si mauvais que ça, quand même. Tout à fait. Mais alors Philippe, on a eu justement dans le think tank des discussions là-dessus, et c'était intéressant d'essayer d'identifier au fond ce que le citoyen attend du système de soins actuel et du système de santé français. On a fait émerger deux thèmes, comme vous le savez. Le premier, c'est si je suis malade, vers quel hôpital je vais m'orienter, je vais m'adresser, est-ce qu'il est de bonne qualité, est-ce que les médecins traitants sont de bonne qualité, combien ça va me coûter, ça je crois qu'il y a une première question autour de ce sujet avec en toile de fond les inégalités. Et aujourd'hui personne ne sait, parce que le parcours de soins on ne s'y retrouve pas, on ne sait pas combien on va payer, qui va payer, l'assurance maladie obligatoire, complémentaire. Donc il y a besoin de clarification. Je serais un petit peu plus nuancé peut-être là-dessus. C'est que je pense sur ce sujet, il y a incontestablement des questions d'inégalité dans les accès géographiques, sur la qualité des soins, sur les inégalités financières aussi qui sont à prendre en considération, à documenter. Il y a des efforts par les pouvoirs publics. On ne peut pas dire que rien n'a été fait sur les 10 dernières années. Il y a des sites qui existent, que ce soit l'assurance maladie avec Amélie, HAS, l'autorité de santé avec SCOP. Mais il y a quand même un maquis tarifaire. On ne sait pas très bien comment on va être pris en charge et à quel coût. Oui. Je pense qu'il y a là-dessus un effort à poursuivre et à amplifier. Moi, je suis très fasciné par l'expérience britannique à l'heure actuelle. Il y a par exemple des systèmes comme NHS Choice où les patients, d'une certaine façon, maintenant mettent des commentaires sur leurs expériences. Alors c'est un peu comme les TripAdvisor, vous savez, sur les voyages, et ça a des effets de citoyenneté, de transparence sur l'ensemble du système. Et ça c'est largement diffusé et sont assez bénéfiques. Parce qu'en France, on en est loin. Ça commence. Alors ça, je pense, c'est le premier point. Et puis, le premier point, accès aux soins et connaissance du système de soins, quelque part. Plus grande transparence, connaissance de l'information. Et sur ce thème-là aussi, deuxième point, évidemment, de la territorialité, de la décentralisation vers les ARS, des raisonnements de proximité, en fait. C'est du bon sens de le rappeler, mais encore faut-il passer à l'acte, qu'on arrive à raisonner au plus près des préoccupations des citoyens dans leur contexte géographique et local. C'est pas du tout la même chose d'être pris en charge pour un accident vasculaire cérébral si on est dans le fin fond des vallées béarnaises dont je suis originaire ou à Paris intramuros. Donc il y a des raisonnements de cette nature très importants sur la territorialisation. Mais on a le sentiment que les politiques hésitent de parler du système de soins, de la prise en charge des patients, parce que d'une part c'est un peu compliqué, et puis parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Mais ce que vous dites, la réflexion qu'on a dans le think tank, c'est de se dire non, il faut plus de transparence, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, il n'y a pas forcément que des économies, ou de fermer des hôpitaux, ou de... Non, je pense que c'est un effort de démocratie sanitaire que de faire preuve de transparence sur ce sujet de l'accès. Et puis sur le deuxième point, qui est la question de l'orientation. C'est au fond la suite logique, c'est une fois que vous êtes hospitalisé ou que vous avez un contact avec le système de soins,
comment vous orienter dans le système. Alors ça, je crois que c'est, si je puis me permettre, la réforme essentielle, c'est celle des parcours et la coordination des soins. Alors, c'est quoi les leviers les plus importants qui pourraient être pris en compte par les politiques? Alors, deux, trois leviers. Alors, d'abord, dire que c'est essentiel parce que ça s'accélère. On commence à avoir une idée quand même de la fragmentation des systèmes de soins, que ce soit en France ou ailleurs, sur la qualité, les problèmes d'erreur, d'orientation, les problèmes d'observance, les problèmes de gaspillage. On cherche évidemment tous des économies. Il y a des études qui commencent à montrer que les gaspillages liés aux doublons de prescription, aux hospitalisations injustifiées, sont largement supérieurs et majoritaires dans les dépenses des systèmes de soins, notamment nord-américains. Et c'est probablement la même chose en France. Donc il y a des économies importantes à faire par ces réformes. Donc qualité et économie. Alors comment avancer? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, la coordination des soins. On a fait une recommandation. Tout à fait. Dans le cadre du think tank, ça avance, mais je crois qu'il y a des thèmes, si vous voulez, qui sont quand même à prendre en considération en priorité. Le premier, c'est le recours aux technologies d'information. On arrive dans cette ère de la santé numérique. Il faut l'utiliser pour des offres de soins plus intégrées. Donc ça veut dire de permettre le suivi à distance des patients. Numériques. Donc offre numérique. 2, les fonctions de coordination. Alors, d'une certaine façon, c'est d'abord les métiers des professionnels de santé, les former à la coordination. Un médecin, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je suis médecin, moi, j'ai jamais été formé à l'organisation, au management, à la coordination en équipe, et encore plus avec des personnes extérieures à l'hôpital. Oui, mais le médecin généraliste, il n'a pas le temps aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut des plateformes? C'est quoi la solution? Les maisons de santé, on voit bien que c'est encore embryonnaire, avec 10% d'offres de soins maximum. C'est quoi comment aider le médecin pour qu'il fasse cette coordination? Alors, je pense que quand même, l'éduquer, le former, voir s'il n'y a pas des métiers de la coordination, des nouveaux métiers, on parle d'infirmières de coordination, comprendre leur valeur ajoutée. Ça, c'est la deuxième proposition. La troisième, dans le prolongement de votre question, c'est les paiements. Je pense que c'est évident à l'heure actuelle qu'on est dans des systèmes de soins avec des paiements en silo. On a d'un côté la tarification à l'activité pour les hôpitaux, le paiement à l'acte, pour dire les choses rapidement, pour la médecine de ville. Il n'y a aucune incitation à la coordination pour les professionnels. Donc on voit bien avec des choses aussi simples de coordonner les soins, ça s'élargit plus globalement à la rémunération, à l'organisation des choses. Donc c'est là où on commence à devenir des choses beaucoup plus compliquées. Tout à fait. Mais je tiens à souligner que sur les rémunérations à la coordination, par exemple, ou à la qualité, on commence à avoir des études qui montrent la valeur ajoutée. Il y a une étude récente qui a montré qu'aux États-Unis, on gagne 5 à 10% par rapport aux paiements existants. Si vous rapportez, par exemple, ce chiffre au coût des maladies chroniques en France, 81 milliards d'euros par an, 5 à 10%, c'est pas négligeable, c'est 4 à 8 milliards. Évidemment, c'est facile à dire, c'est plus difficile à mettre en œuvre, mais ça vaut le coup. Je tiens à souligner que, par exemple, aux États-Unis, Medicare, pour la fin de l'année 2018, a considéré, a annoncé que 50% de ces budgets alloués seraient faits sur ces nouveaux modes de paiement. Donc il y a des réformes dans ce sens, à mon avis, importantes, en considérant tous les acteurs du système. Je prends par exemple le cas des pharmaciens de ville. Ce sont des personnes et des professionnels qui vont avoir un rôle de plus en plus important dans les prescriptions médicamenteuses, notamment avec les thérapies orales qui arrivent. Donc 3, le paiement. Voilà. Merci Étienne. Merci.